Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 12 d'En Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, on va toucher un sujet qui est excessivement important, qui va probablement faire réagir beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est les 11 plus grosses erreurs de vente, majoritairement par les vendeurs qui sont non représentés. Donc, que ça soit sur du Proprio, Kijiji, Marketplace, les packs, name it. Mais c'est des erreurs qui touchent aussi certaines personnes qui peuvent être représentées. On va passer au travers, je vais essayer d'expliquer le fond de ma pensée dans chacune de ces erreurs-là pour essayer de vous éviter de les reproduire dans une de vos transactions ou si vous êtes présentement en transaction, que vous puissiez rectifier le tir avant qu'il soit trop tard. Donc, on commence. La première chose, le prix. Arriver avec un juste prix, c'est pas facile. Depuis la COVID, les prix ont grimpé. Après ça, là, présentement, on est en normalisation. Fait que les prix, ils sont très variables selon les marchés. Puis là, c'est sûr que si vous écoutez, exemple, TVA Nouvelles, Radio-Canada, les stats puis les headlines des articles sont comme 36% moins de ventes, 40% moins de ventes, les valeurs ont reculé. Mais quand on regarde deep down là, les statistiques immobilières, le marché immobilier présentement est encore excellent. Est-ce qu'il y a autant de ventes que l'an passé? Non. Est-ce que les ventes qui se font, par exemple, c'est des ventes de qualité? Oui. Puis toi, si tu es sur le point de vendre ou tu réfléchis à vendre, tu as juste une vente à faire. Fait qu'il y a eu 30 000 ou 20 000 ventes de fait, qu'il y en a eu 100 ou qu'il y en a eu 1000, ça ne change rien pour toi. Certaines statistiques sont importantes, mais pas le nombre de ventes. Par contre, si tu veux réussir à vendre, il faut que tu arrives avec un prix de qualité. Puis là, quand on a des propriétés qui sont à vendre directement par le propriétaire, il y a des outils par des agences publicitaires qui sont donnés pour essayer d'arriver avec le meilleur prix, mais c'est pas la même affaire que de prendre, exemple, là, un outil mettons comme Prospect que j'utilise, qui est un outil fait pour les courtiers, où on a accès à toutes les ventes des 3 derniers, 6 derniers, 12 derniers, 24 derniers mois, de voir la propriété, qu'est-ce qu'il y avait comme document à l'intérieur de la propriété, fait que, tu sais, ce qu'il y avait dans la déclaration du vendeur, combien de jours, le prix d'affichage initial, l'historique aussi des baisses de prix s'il y en a eu, c'est quoi le prix final, combien de pourcentage par rapport au prix affiché ça s'est vendu, fait qu'on est capable d'aller vraiment creuser loin dans chacune des propriétés, regarder les photos, analyser, s'asseoir et faire comme « OK, parfait, tu sais, ça, c'est les 3 comparables les plus similaires. On était dans telle situation économique, on a besoin de se réajuster puis arriver à peu près à tel prix. » Fait qu'en faisant un travail d'analyse poussé, on est capable d'arriver au juste prix. Puis là, c'est plate, là, mais ce que je pense que ma maison a vaut ou ce que le voisin a vendu ou ça pas rapport. T'sais. Les statistiques, là, c'est le meilleur point de comparaison. Puis, si ton voisin vient juste de mettre en vente à 378 000, ça ne veut pas dire que ta maison, si elle est pareille, elle vaut 378 000 parce que cette maison-là de ton voisin, elle n'est pas vendue. Fait que de prendre dans ton calcul là, du juste prix les propriétés pas vendues, c'est pas nécessairement la bonne alternative parce qu'on ne sait pas l'acheteur est prêt à payer combien pour ce bien immobilier-là précis. Fait qu'on est mieux de prendre les propriétés qui se sont vendues, puis là, on est capable de se dire l'acheteur a déposé un offre, a réalisé les conditions, passé chez le notaire. Ça, c'est un comparable de qualité. Fait qu'une des premières erreurs, là, c'est de ne pas arriver avec le juste prix. Deuxième erreur, les photos. Mon Dieu! Puis ça touche tout le monde. Autant les gens qui sont représentés que les gens qui sont non représentés. Les photos doivent être de qualité. Donc, photos aériennes, photos extérieures, photos intérieures. On doit avoir des photos qui sont claires, qui sont uniformes. Des photos qui ont le bon angle aussi. Des fois, je vais dire souvent, malheureusement, là, je vois des photos qui sont prises avec un angle de 15 degrés plongeant vers le plancher ou l'inverse parce que là, la pièce est plus petite. L'appareil photo doit être au niveau, toujours à la même hauteur, environ là, le buste. Là, hein? C'est la hauteur normalement qui est suggérée pour les prises de photos immobilières. Toujours bien cadré, on essaye de toujours prendre l'entièreté de ce qui rentre. Fait que, on ne prend pas la moitié d'un frigo, on va prendre, exemple, des portes jusqu'à la fin du frigo. On ne prend pas la moitié d'un divan, on essaye de prendre tout le divan. On ne prend pas la moitié d'un cadre sur le mur, on essaye de prendre tout le cadre. Donc, il y a quand même une expertise à aller chercher pour prendre les photos immobilières. Puis, quand tu regardes sur Centris, tu as quoi?
5 secondes, 10 secondes pour capter l'intérêt des gens. Fait que si ton visuel, la première chose que les gens voient pour ta maison est pas magnifique, tip-top, ben, les chances sont que tu risques de diminuer ton bassin d'acheteurs potentiels. Puis ça, c'est juste une question de mise en marché, de visuel. Ça se règle facilement en engageant un professionnel ou en prenant quelqu'un que tu sais qui est capable de prendre des belles photos. Mais ça, c'est quelque chose de super important. Puis de prendre, puis là, souvent je vois ça, tu sais, c'est les vendeurs qui prennent eux-mêmes leurs photos. À 80% du temps, là, c'est le bordel. C'est lettre, c'est sombre, c'est mal enligné, c'est croche, c'est pas ça que je te conseille. Fais affaire. Fait, même si tu veux vendre toi-même, là, fais affaire avec un professionnel pour tes photos, ça va faire toute la différence. Troisième erreur, le home staging. Puis ça, c'est pas tout le temps. C'est pas une erreur qui est tout le temps sur chacune des listings qui est à vendre directement par le propriétaire. Puis même quand les gens sont représentés par un courtier, ça peut arriver. Mais le home staging, là, c'est excessivement important. Ça peut te rapporter des dizaines de milliers de plus en prix de vente. Je sais que ça a l'air con, là, mais c'est ça. En plus d'aider à attirer l'attention puis à apporter les acheteurs chez vous, les gens, quand ils rentrent, se sentent bien. Puis ce sentiment-là, ce feeling-là, c'est ça qu'on veut dans une vente immobilière. C'est pas compliqué, là, acheter une propriété. Tu te bases sur ton feeling. Fait que c'est pas compliqué vendre une propriété non plus. Faut que la personne qui rentre ait un bon feeling. Fait que ce qu'on veut, là, c'est de désengorger la propriété, puis que chacune des pièces ait leur propre vocation. On veut que ça soit vivant, fait que des plantes, des cadres. On veut que ça soit propre. On veut que ça soit clean, fait que le moins de petits électroménagers possible, le moins de bibelots possible, le moins de jouets d'enfants possible. Le home staging, c'est la clé. Là, je dis la clé, mais en même temps, les 11 erreurs que je vais te parler aujourd'hui, si tes règles, c'est ça la clé. C'est ça une bonne mise en marché. Mais le home staging te permet d'avoir des bonnes photos, te permet d'avoir un bon feeling quand les gens viennent, te permet d'avoir une bonne vidéo de visite virtuelle. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut que tu botches, là. C'est quelque chose qu'il faut que tu mettes du temps. C'est pas long souvent, mais que tu le fasses. Des fois, je regarde des photos. Par exemple, je sollicite des gens sur du proprio, sur Marketplace, peu importe. Puis je regarde leurs photos puis je fais comme, tu sais, rapidement, si tu veux, là, Serge, je peux te donner 10 conseils pour améliorer ton visuel puis augmenter ta chance de vente. Puis si tu veux me prendre après ça, libre à toi, ça va me faire plaisir, mais je peux juste te donner des conseils, tu sais, ça va t'aider, ça va me faire plaisir parce que ma mission, moi, c'est de donner tous les outils nécessaires pour réaliser le plein potentiel des transactions immobilières au Québec, tu sais. Fait que tu fasses affaire avec moi ou non, là, ça va me faire plaisir de te donner un coup de main, je veux juste t'aider dans ta transaction. Je pense que de faire affaire avec un courtier, c'est la meilleure chose, mais encore là, je veux juste t'aider à ce que ta transaction soit sécuritaire, se passe bien, puis que tu réussisses la transaction à son plein potentiel. Quatrième erreur, la vidéo de présentation. Une vidéo de visite virtuelle, une vidéo marketing pour les réseaux sociaux. Puis là, je parle pas de point par point. Là, genre, tu rentres dans la maison, tu peux cliquer sur un point, te déplacer, te tourner dans la pièce, recliquer sur un autre point. Je parle d'une vidéo. Une vidéo qui fait comme si tu étais en train de marcher la propriété, puis qui est enregistrée, que tu vas pouvoir mettre sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Centris, parce que tu peux relier une vidéo sur Centris, que tu peux pas mettre, je pense, sur du proprio, mais tu pourrais probablement juste mettre le texte du lien, puis inviter les gens à faire un copier-coller, puis à aller l'écouter sur YouTube. Mais la vidéo de présentation, la vidéo de visite virtuelle, là, ça augmente le pourcentage d'efficacité entre les visites et le nombre d'offres. Pourquoi? Parce que les photos, le monde, il y a encore des gens qui sont surpris que ça a l'air bien plus grand que ce que c'est, puis c'est bien plus large que ce que c'est. Mais il y en a encore, il y en a qui le savent, que les photos, c'est trop grand. Puis un commentaire de ces plus petits que je pensais, là, en 8 ans de carrière, j'ai jamais eu personne qui a acheté une maison, puis qui est rentré et qui dit « Ouais, c'est plus petit que je pensais, mais mon Dieu que j'aime ça. »
non, c'est plus petit que je pensais, là. C'est un deal breaker, là. Ça vient vraiment foutre la merde dans ta transaction. Fait que tu veux éviter ça. Fait en ayant la vidéo, l'angle de vue est un peu moins large, puis c'est beaucoup plus représentatif de la réalité. Fait que là, les gens, ils regardent les photos. Tu as fait une bonne job de présentation. Ils ont de l'intérêt. Ils regardent la vidéo, voient les vraies dimensions, voient le floor map, un peu le flow de ta maison, demandent une visite. Si quand ils arrivent à la visite, c'est pareil comme sur la vidéo, puis pareil comme sur les photos, ça se peut qu'il n'y ait pas de coup de cœur. Mais tu as mis toutes les chances de ton bord d'avoir une probabilité très élevée que la personne aime ta propriété puis dépose une offre d'achat. Donc, la vidéo de présentation, la vidéo marketing, je te le dis, là, c'est un incontournable. Puis en 2023, là, je te challenge de réfléchir un peu, qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone cellulaire le matin quand tu lis le journal, quand tu es en train de chier, quand tu es en train d'attendre quelque chose au McDonald's, quand tu patientes pour un prochain client. Tu prends ton cell, tu t'en vas ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur TikTok, ou sur YouTube, tu checkes une vidéo. La majorité du temps. Je ne me rappelle plus la stat, mais je pense que c'est 92% du contenu qui est consommé sur les réseaux sociaux, c'est un contenu vidéo. Fait que, si tu veux toucher les 92 paires de yeux qui regardent, là, 92% des paires de yeux qui regardent, il te faut une vidéo. 5e erreur, ben c'est la présence des vendeurs. Puis là, c'est plate parce que tu n'as personne pour te représenter, fait que tu n'as comme pas le choix d'être là. Tu vas pas dire oui, rentrez, je m'en vais, puis vous fermerez la porte quand vous partirez. Ben non, sacrément, tu peux pas faire ça. Si tu te fais voler tes affaires, ça fonctionne juste pas. Fait que tu es obligé d'être là, mais ta présence vient nuire à la communication des acheteurs durant leur visite. Pour plusieurs raisons, parce qu'ils vont pas dire ça, c'est fucking laid, chérie, viens voir ça, quand t'es là. Impossible. Ils vont pas non plus se challenger d'un étage à l'autre, genre, hey, ça c'est plus petit, non, c'est plus grand, t'es sûr que c'est plus grand? Non. La communication est pas vraiment transparente, fluide. Souvent, en plus, le propriétaire va être là, il va y avoir 2 kids qui vont checker la TV, madame qui va préparer le souper. On se sent pas bien, là, on sent qu'on dérange, puis même si c'est pas ça, le vendeur va te suivre, puis il va t'expliquer ce qu'il a fait, puis là, tu peux pas te concentrer sur est-ce que j'aime la pièce, est-ce que j'aime l'environnement, est-ce que... J'en ai fait plusieurs, là, en tant qu'acheteur, puis en tant que courtier qui représente des acheteurs, des visites sur du proprio, sur Marketplace, sur Kijiji, peu importe, quand c'est vendu directement par le propriétaire, puis à chaque fois c'est la même chose, la communication est pas transparente, est pas facile. Puis ça, ben, ça vient réduire l'appréciation de ce moment-là, qui est crucial dans ta transaction. Il faut que les gens aient un bon feeling. Fait que tout ce que tu peux faire pour que le feeling de ton client dans ta maison soit positif, tu devrais le faire, puis pas être là, ça en fait partie. C'est plate, mais c'est ça. La sixième erreur, pas avoir d'entente de rétribution avec les courtiers. Puis là, je le sais, ça va avoir de l'air pédeleux, porté sur l'argent, fixé sur le profit, mais mettons là, que tu es un acheteur et que tu fais affaire avec un courtier. Hein. Ultimement, tu ne veux pas avoir à payer ses services. T'sais. Tu veux l'utiliser pour faire les visites, faire la négociation, rédiger les contrats, mais pas le payer. C'est ça toute la merveille du système de rétribution avec un courtier, c'est que c'est le vendeur dans son contrat avec le courtier qui va te donner, on va dire qui va donner la rétribution à ton courtier. Fait que toi, tu utilises un service qui est gratuit. Pourquoi s'en passer? Je ne tomberai pas dans le sujet, mais pourquoi s'en passer? Fait que si tu as un crush sur une maison qui est à vendre directement par le propriétaire, qui va payer ton courtier? Ben toi. Puis le courtier, quand il regarde toutes les propriétés possibles pour toi, il y en a qui vont regarder sur du proprio, mais s'il y a déjà préalablement une entente de rétribution avec l'acheteur. Hein? Fait que, parce que le courtier ne travaillera pas pour rien, puis il ne veut pas présenter une propriété sur laquelle il va travailler puis il ne sera jamais payé. T'sais. Je veux dire, j'ai à cœur la réalisation des projets de mes clients, mais s'ils me disent, ben moi, François, je ne te paierai pas, ben moi, monsieur le client acheteur, je ne te présenterai pas des maisons où je ne peux pas avoir une rétribution. C'est totalement normal. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui travaille pour rien. Fait que de ne pas avoir d'entente de rétribution avec les courtiers potentiels, c'est quelque chose de problématique. Puis c'est 93,7% des propriétés qui se vendent à l'aide d'un courtier.
Fait qu'il y a énormément d'acheteurs qui sont représentés par des courtiers. Fait que tu réduis énormément la visibilité puis ta probabilité d'obtenir des visites en n'ayant pas d'entente de rétribution avec les courtiers qui représentent les acheteurs. Puis bien sûr, si tu veux avoir ce genre d'entente-là, tu peux probablement l'afficher directement dans la publicité, dans le texte de la vente de ta propriété, mais tu peux aussi choisir de travailler avec un courtier. Puis dans ton contrat, il va y avoir préalablement des critères qui vont être là, écrits, signés, entendus entre deux parties, sur lesquels le courtier qui te représente va partager sa rétribution avec un autre courtier si jamais il apporte un acheteur, puis on finalise la transaction. La 7e erreur, je lisais ma feuille, je suis désolé, je lisais ma feuille. La 7e erreur, la préparation des documents reliés à la vente. Puis là, plus précisément, là, la rédaction de la déclaration du vendeur. J'en ai lu beaucoup des déclarations du vendeur qui sont faites directement par les propriétaires, puis à 50% du temps, il y a des choses que je fais comme « il me semble que c'est bizarre » ou « il me semble qu'il y a un manque là » ou « il me semble que c'est mal marqué ». Puis j'ai fait des transactions aussi avec des clients qui avaient vendu par eux-mêmes, puis finalement, ils ont décidé de faire affaire avec moi. Puis quand on fait la rédaction de la déclaration du vendeur, souvent, c'est « Ah, ça, on n'avait pas marqué ça. Ah, ça, je n'avais pas vu cette question-là de cette façon-là. Ah, crime, ouais, ça serait bon qu'on déclare ça. » Puis tout ce que tu déclares, là, c'est pas caché, hein. Fait que c'est bon de tout déclarer à l'intérieur d'une déclaration du vendeur. Fait que ça, c'est un des points excessivement importants pour l'acheteur parce que c'est la sécurité, mais aussi important pour le vendeur parce que tu veux pas qu'il revienne contre toi et qu'il te dise « Hey, tu m'avais pas dit ça. » Fait que ce document-là, quand c'est rédigé par un professionnel ou avec l'aide d'un professionnel, c'est plus complet, puis c'est mieux fait aussi. Puis là, une autre chose que j'ai remarqué dans les rédactions de contrats, j'ai des clients des fois qui m'ont écrit ou qui m'ont appelé puis qui m'ont dit « Hey François, on a fait un offre sur du proprio, on n'a pas pris tes services. Par contre, j'ai une petite question, voici mon offre d'achat. Peux-tu me dire si jamais il manquait des critères? » Puis là, je ne vais pas donner... je m'engage pas dans la transaction, mais ça me fait plaisir de donner des petits conseils. Puis des fois, je vois des affaires puis je fais comme « Man, vous pouvez pas marquer ça de même, ça fait pas de sens. Premièrement, il n'y a pas de conséquences à la condition, il n'y a pas de délai à la condition. Qu'est-ce qui se passe si telle affaire... Ah ouais, on n'avait pas pensé à ça, mais tu sais, on s'entend bien avec le propriétaire. Tu t'entends bien avec le propriétaire jusqu'à temps que tu t'entendes fucking mal parce qu'il y a un problème, puis que là, lui, il fait comme non, ça va se passer de même. Toi, tu fais non, ça se passera pas comme ça. Là, c'est le contrat qui va venir dire oui ou non, ça va se passer comme ça. Puis si vous l'avez mal marqué, ça se peut que tu aies des surprises. Puis ça, personne veut ça. La 8e erreur, c'est la négociation. Par la négociation, là, je veux dire que souvent les propriétaires sont fermes. Bon, moi, je suis ferme sur mon prix. Je ne suis pas pressé. J'attends mon prix. Je suis ferme. Non, pas de négociation. L'objectif, là, dans une transaction immobilière, c'est de rentrer le plus de clients possible chez vous pour rentrer le plus d'offres possible pour, avoir le prix le plus élevé, mais aussi avoir les meilleures conditions puis l'offre la plus sécuritaire. Puis, avant ça, c'est d'avoir une offre. Fait que, travaille là, pour avoir une offre, puis ça va déjà bien commencer. Ton objectif, c'est de vendre ta propriété. Une fois qu'on a une offre d'achat signée, on peut discuter contractuellement avec un acheteur. C'est là qu'on veut se rendre. Puis là, ça se peut qu'on ne réussisse pas à trouver de terrain d'entente contractuel sur des conditions d'achat. Mais au moins, tu t'auras rendu à avoir un écrit papier qui est un engagement contractuel. C'est ça qu'on veut. Fait que, garde-toi une petite gêne là, sur « Ouais, moi, je suis ferme sur mon prix. » Puis juste « je t'invite à rentrer une offre d'achat, puis on va regarder voir si on est capable de s'entendre. » Ça, c'est la meilleure alternative. Fait que, évite de dire que c'est un prix ferme. C'est des choses que je me suis régulièrement fait dire. Mettons, pas une transaction sur 2, mais mettons, une fois sur 4, une fois sur 5, qui est quand même 20-25% des interactions que j'ai eues, tu sais. Fait que, garde une flexibilité, une ouverture pour que les gens aient de l'intérêt à rentrer une offre. Puis à partir de là, là, tu décideras bien ce que tu veux faire avec l'offre que tu vas recevoir. 9e erreur, demander une préqualification, une préautorisation pour visiter. Mettons là, on rose pour roser. Un multimillionnaire vient visiter ta maison,
parce qu'il veut l'acheter pour sa fille qui, une fois de temps en temps, vient faire du ski au Mont Offord puis profiter de la CEPAC, mettons. Tu penses-tu que le multimillionnaire traîne une préqualification hypothécaire? Non. Non, parce que il peut l'acheter 100 fois ta maison, man. Fait qu'il n'y a pas de stress pour lui. Je comprends le processus que tu veux pas des gens qui viennent voir juste pour voir, là, tu sais, là. Mais des gens qui se déplacent, là, surtout depuis la COVID, je t'avouerais, là, mais des gens qui se déplacent pour venir visiter une maison, c'est assurément parce qu'ils ont de l'intérêt à acheter ta propriété. Hein? S'ils demandent de l'information, qu'ils t'appellent, puis qu'ils veulent de l'info, c'est assurément parce qu'ils veulent acheter ta propriété, puis ils ont eu un coup de cœur sur ce qu'ils ont vu, ou ils voient un potentiel sur ce qu'ils ont vu en ligne dans l'affichage. Fait que de demander une préqualification puis de dire non, tu peux pas venir visiter si tu m'envoies pas ta préqualification, c'est pas la bonne technique. Là, à partir de là, si tu veux t'assurer que c'est des clients qui font du sens d'après ton objectivité, là, d'après ce que toi tu juges qui fait du sens, prends le temps d'appeler puis de parler avec les gens. Mais en même temps, tu devrais refuser aucune visite. Ton but, c'est de vendre. Plus que tu apportes d'acheteurs chez vous, plus que tu as de chances d'avoir d'offres, plus que tu as de chances d'avoir d'offres, plus que tu as de chances de vendre. T'sais. Fait que garde-toi donc ça ouvert le plus possible. Puis quand il va avoir une offre, de toute façon, ça va être conditionnel au financement. Puis si tu as plusieurs offres, ben, tu pourras choisir une offre qui a une préautorisation hypothécaire récente, qui date de moins de 3 mois, qui a été donnée dans les mêmes taux d'intérêt que le moment que tu vas vendre, puis qui a un bon prix, puis tu iras avec celle-là parce qu'elle sera plus sécuritaire. T'sais. Mais pour les visites, fais juste accepter le plus de visites possible, puis ramasse-toi le plus de visiteurs pour avoir la chance, te donner la chance d'avoir des offres d'achat. 10e erreur, la gestion des offres. Ça, là, j'ai une situation en tête là, sur la rue de Toulon à Sherbrooke. C'était le bordel. Le gros bordel. On visite. Il y a full visite, là, on est full COVID. Là. C'est le bordel. Là, c'est des visites non-stop, tout se vend à n'importe quel prix. Mes clients font comme j'ai un gros coup de cœur, on dépose une offre d'achat. Il me dit on va présenter telle heure, telle date. Cool. Fait que là, je fais bon, mais je vais t'appeler à telle heure, telle date pour te présenter mes clients, même si tu les as déjà vus durant la visite, présenter l'offre d'achat, t'expliquer un peu les conditions. Je fais ça. Je reçois un appel genre 1 heure après, 30 minutes après. Hey François, salut, ça va? Ouais. Hey, on a eu une offre 10 000 au-dessus de la vôtre. Mais on aimerait vraiment ça, travailler avec tes clients. Est-ce que tu penses que tes clients peuvent mettre un petit 15 000 de plus que leur offre? Là, je fais comme, pas la bonne façon de procéder pantoute. J'aime pas ça, mais regarde, j'ai pas de pouvoir sur comment ça se passe. Laisse-moi appeler mes clients, je te rappelle. J'appelle mes clients, puis là, je lui dis, tu sais, j'aime pas vraiment ça, comment ça se passe, mais il m'a dit 15 000 de plus. Tu sais, il travaillerait avec notre offre, puis ça serait nous autres qui l'auraient. Ils font comme, c'est top de notre budget, mais on va y aller parce qu'on l'aime vraiment. Je rappelle le propriétaire, je dis, ouais, c'est cool. On y va, 15 000 de plus. Il dit, parfait. Je te rappelle, ça devrait pas être bien long. Je ferai pas beaucoup d'autres appels comme ça. Là, je fais comme, fuck, man. Combien d'appels de même tu fais à combien de clients? T'sais? Je veux pas teinter négativement la relation de la transaction avec le vendeur, fait que je dis rien. T'sais. Il me rappelle 20 minutes plus tard. Il me dit, hey, je suis désolé, mais les gens, quand je leur ai dit que vous aviez mis 5 000 de plus que leur offre, ils ont mis 5 000 de plus. Tes clients voudrais-tu encore bonifier? Là, j'étais de même, hey, calvaire. Ça se peut pas. On est-tu dans un encan? C'est-tu le Far West site? Là, c'est incroyable. Puis finalement, mes clients, ils n'ont pas bonifié, puis fuck off. Puis on est allé dans une autre maison, puis on a trouvé mieux parce que le destin est bien fait. Puis on a trouvé quelque chose de vraiment mieux qui s'est bien passé, d'une transaction qui était bien plus le fun à orchestrer. Mais ça, là, ça, c'est quelque chose que tu vois seulement dans des transactions qui sont à vendre directement par le propriétaire. Un genre de truc weird dans lequel tu veux pas vraiment entrer, où il n'y a pas vraiment de confiance, puis où il s'est pas réglementé non plus, pas de déontologie,
pas de professionnalisme. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que vendre une maison sur un site publicitaire ou sur Marketplace ou sur Kijiji, c'est comme si tu vendais une paire de choses. Là, tu peux bien faire ça comme tu veux. T'sais. Mais ça crée des ambiguïtés, puis ça crée des déceptions, puis un petit peu de colère. Fait que la gestion des offres, c'est un point qui est souvent une erreur. C'est souvent mal fait. Puis ça vient un peu donner un goût amer à la transaction. La 11e erreur, c'est la réalisation des conditions. Puis là, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est plus un manque de bagage. Parce que moi, quand les gens ont, mettons, je représente des acheteurs, puis on a une offre d'achat acceptée, ben j'ai des partenaires avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, tu sais, que j'ai confiance, que je sais qu'ils travaillent bien, puis je connais leurs forces, puis je suis capable de dire, bon, mais avec tel professionnel, tu sais, ça serait vraiment un bon fit, je vais t'en conseiller 3. Je pense que telle personne serait vraiment la meilleure personne pour notre dossier. Regarde avec eux. Après ça, la communication est facile, l'envoi des documents est facile. Si jamais il y a des questions, il peut me rejoindre parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, puis on réalise les conditions rapidement puis efficacement. Puis à chaque fois que mon client fait comme non, j'ai quelqu'un avec lequel je travaille déjà, pas chaque fois, c'est pas vrai. Une fois sur 4. C'est juste que ça m'impacte tellement qu'on dirait que c'est à chaque fois, mais peut-être une fois sur 4, une fois sur 3, qui est quand même beaucoup, c'est 33% de mes transactions. Là. Que les gens disent non, c'est cool, j'ai mon courtier hypothécaire, c'est de la merde. Ça finit mal. Puis il y a pas longtemps, c'était la même chose. Là. Mon client a décidé de faire affaire avec un courtier hypothécaire qui est bien hot sur TikTok. On envoie le dossier, tout, demande l'évaluation. Finalement, on obtient l'approbation, mais entre-temps, on a fait l'inspection, puis on a fait une petite négo de 9 000 $ sur le dossier. Fait qu'on a envoyé la modification au courtier hypothécaire. La maison, le bloc est mis vendu. 5-6 jours après, on reçoit une lettre comme quoi l'institution financière ne veut plus financer parce qu'elle a demandé le rapport d'inspection, puis elle juge que la maison, elle ne veut pas la financer. Ça, c'est... Puis après ça, j'ai envoyé le dossier à 2 autres institutions financières, puis on a réussi à avoir le financement. Là. Ça, c'est... La communication n'était pas facile, j'étais pas tenu au courant vraiment du dossier, puis ça l'a échoué. Des fois, c'est que les délais sont tellement longs, des fois, c'est que j'ai pas de réponse, des fois, c'est que c'est des demandes de documents par-dessus demandes de documents. Des fois, c'est un choix d'inspecteur, puis la verbalisation de l'inspecteur est tellement mauvaise que un cerne d'eau sur un plafond suspendu, c'est rendu la mer à boire, puis la maison va tomber, puis il y a de la moisissure, puis là, c'est un problème de santé, puis c'est la mort. Fait que d'avoir des professionnels avec lesquels la relation entre la personne qui t'aide à réaliser ton offre d'achat et la personne qui t'aide à réaliser tes conditions est facile, ça aide à la réalisation du financement, de l'inspection, du test d'eau, des expertises, de la rédaction de documents, on va dire la lecture puis la prise de connaissance de documents particuliers, si tu es dans un condo, des choses comme ça, ça aide énormément. Fait que le fait de ne pas avoir cet outil-là, ce coffre à outils-là rempli de professionnels, ça vient pas nuire, mais ça empêche d'améliorer tes probabilités de chance de réaliser ta transaction. Fait que ça, c'est les 11 erreurs que tu es capable d'éviter dans une transaction immobilière. Les 11 erreurs, là, c'est pas avoir le bon prix, pas avoir des bonnes photos, avoir un home staging qui est déficient, pas avoir de vidéos de visite virtuelle, d'être présent sur les lieux quand tu fais faire les visites aux clients acheteurs, de ne pas avoir d'entente de rétribution pour les courtiers qui ont des acheteurs et qui cherchent avec eux autres agressivement pour leur trouver une propriété puis réaliser leur projet, la préparation des documents qui est reliée à la vente, la négociation, la demande de préqualification avant une visite, la gestion des offres une fois que tu as réussi à avoir des offres d'achat, puis la réalisation des conditions. Ces 11 points-là, c'est des erreurs que tu es capable d'éviter, partiellement seul, sinon en travaillant avec un courtier. Puis là, trouve la personne, le professionnel avec lequel tu as une confiance, puis que tu te dis, Colin, ça fit, là, moi je le trust, c'est lui qui va m'aider. Il y en a plein des gens compétents, professionnels, qui savent où ce qu'ils s'en vont, qui font pas juste foutre ta maison en ligne puis attendre. Choisis cette personne-là, puis je te le dis, là, ta transaction va tellement mieux aller. Puis si dans la transaction, durant le parcours de ta transaction, il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas à l'aise ou que tu as des questions ou que tu aimerais des petites modifications,
communique avec cette personne-là, garde pas ça en dedans, on va pouvoir régler la situation, puis aller de l'avant, puis tu vas être bien plus satisfait. Hey, j'espère que tu as aimé l'épisode 12 dans Famille, le podcast immobilier. Tu peux me suivre sur TikTok, tu peux me suivre sur Instagram, sur YouTube. Ça va me faire plaisir de te donner une foule d'autres conseils sur l'immobilier. Puis si tu as des questions, info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier au singulier.ca. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de main. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit pour le prochain podcast.